Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi, le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savouré-Lucas, sérielle choisisseuse de ma vie. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre et la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'aident à choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Maric, une étonnante voyageuse. Maric est pianigatrice. Vous ne connaissez pas? C'est normal, c'est pas banal. Maric, qui était déjà chanteuse avant de se lancer dans l'aventure musicale de Piano-Océan, a réuni ses deux passions, la musique et la mer, pour devenir pianiste et navigatrice, et pour embarquer à bord de la Lady Flow, ce bateau dont Maric a rêvé et dans lequel elle a choisi d'installer un piano il y a quelques années pour réaliser un voyage audacieux. Voyage qui a démarré en 2015 et qui devrait s'étaler sur une dizaine d'années. Maric a choisi de naviguer autour du monde de port en port sur un piano à voile pour un tour du monde en musique afin de partager ses chansons et ses compositions et d'aller à la rencontre des personnes qui viennent l'écouter lors de ses escales au port. J'ai découvert Maric et Piano-Océan sur le port de Dawet, en Bretagne, il y a quelques années. Ma première rencontre avec Maric a d'abord pris la forme de notes douces et salées provenant d'un piano amarré au quai du port. En m'approchant de la musique, j'ai découvert une goélette et une jeune femme s'adressant en chanson au cœur de ses spectateurs et faisant courir ses mains sur le clavier d'un piano posé sur le pont du bateau. Un joli brin de voix, des notes de musique invitant au voyage, ma curiosité a été attisée. Qui était donc cette jeune femme? Quelle était son histoire? Comment avait-elle eu l'idée de jouer depuis le pont d'un bateau? Et comment s'était-elle lancée dans un tel projet? Il y a quelques mois, j'ai repensé à ce concert inhabituel. J'ai eu envie d'en savoir plus sur l'histoire de ce projet et sur les choix qui l'avaient construit. Comme si c'était le bon moment pour proposer une conversation enregistrée sur le choix à Maric. Je pressentais que l'histoire de ses choix dans cette aventure devait être inspirante. Maric m'a répondu qu'elle était partante, mais qu'elle terminait sa tournée en France avant de partir pour 3 années de tournée en Irlande. Il restait donc quelques jours possibles pour une rencontre. Alors nous nous sommes donné rendez-vous le 8 juin dernier, au Festival des Étonnants Voyageurs à Saint-Malo. La Lady Flow et son équipage avaient rejoint la ville pour donner les dernières représentations sur les côtes françaises de Piano-Océan, au pied des remparts de Saint-Malo, et pour fêter la sortie du livre présentant l'aventure à l'occasion de ce festival, avant de larguer les amarres pour l'Irlande. Installés au port, par un jour de grand vent, Maric et moi avons parlé de son projet et de la place du choix dans son parcours singulier. Quelques bourrasques de vent ont compliqué la prise de son, mais l'essentiel est là. L'audace de Maric, qui a honoré son idée de départ, qui a su s'entourer de personnes qui l'ont épaulé, avec bienveillance et exigence, et qui a eu l'audace de mettre à l'eau le bateau de ses rêves pour donner vie à son projet de cœur. Le parcours de Maric est inspirant à plus d'un titre. Pour l'audace qui a été la sienne, celle de passer d'une idée un peu folle à sa mise en œuvre concrète, pour sa posture de perpétuelle étudiante afin de donner vie et autonomie à son projet, ou encore pour le beau parallèle qu'on peut faire entre le voyage sur les mers et les océans de Piano-Océan et notre chemin de vie, avec sa destination, ses rendez-vous, ses défis, ses changements de cap, ses improvisations, ses apprentissages et ses réjouissances. L'Odyssée Piano-Océan n'est pas une course autour du monde. Le temps est un ingrédient précieux et délicieux de ce parcours musical et poétique sur les flots. Prendre le temps du voyage, de la rencontre, se caler sur le tempo de la musique et de la Lady Flow, voilà ce qui importe à Maric et à l'équipage qui la soutient dans ce projet.
L'aventure Piano-Océan, c'est une invitation à dépoussiérer ses rêves et à reprendre sa vie en main, à s'autoriser à imaginer des projets un peu dingues et sans mode d'emploi, et à ouvrir le champ des possibles. Au cours de notre conversation, Maric et moi avons parlé, entre autres, de la musique comme passeport pour la rencontre de l'autre et du monde, du choix de Maric de se faire tatouer sur la peau le symbole de ce projet qu'elle avait dans la peau, projet qui était alors à l'état de rêve et qu'elle avait à cœur d'honorer. Des galères de l'aventure qui rendent plus beaux encore les précieux trésors du voyage, de l'importance dans cette odyssée d'élaborer des projets à long terme et de choisir des points de rendez-vous, de frotter le projet initial à la réalité du terrain et d'adapter l'itinéraire au gré des circonstances et des envies qui évoluent. Du fait qu'on ne choisit pas la météo, mais qu'on peut choisir sa posture face à ce qu'on ne maîtrise pas, celle de prendre son temps, d'accepter ce qui est et de composer avec. Des essentiels de la vie, la confiance, la curiosité, l'amitié, les rencontres, le partage, les soutiens, l'audace, la poésie. Et de combien nous avons faim de tout cela. De lecture décisive, de flow, de manches retroussées, de rythme, de cap, de trajectoire, de Saint-Exupéry et de processus de création. Ou encore de combien ce projet, Piano-Océan, est tout sauf un tour du monde en solitaire et de combien la vie a toujours plus d'imagination que nous. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Maric. Eh ben bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi. Tu es une pianigatrice, tu vas pouvoir nous en dire un petit peu plus. Est-ce que tu peux nous présenter ce projet Piano-Océan que tu portes depuis quelques années maintenant? Alors Piano-Océan, c'est l'idée de partir autour du monde à la voile avec un piano à bord. Et donc pour ce faire, il y a maintenant 5 ans, on a découpé le pont d'une goélette pour pouvoir faire entrer un piano droit. Et ensuite, avec une paire d'amis, on a inventé un système qui permette au piano de monter sur le pont pour donner les concerts et de redescendre dans la cabine pour les navigations, pour qu'il soit à l'abri à l'intérieur du bateau. Et donc depuis, on a passé 1 an et demi de travaux, de modification, de transformation du bateau, de préparation du piano. Et on a démarré en 2015 une première tournée en Méditerranée. En 2016, on a rejoint le sud de la Bretagne et là, depuis 2 ans, on est en Nord-Bretagne et on s'apprête à partir dans quelques jours pour l'Irlande pour poursuivre ce tour du monde. Tous les ans, en fait, on fait un itinéraire différent. Et comment est né justement ce choix de voguer sur les océans et les mers du monde à bord d'un piano à voile? C'est compliqué de dire d'où vient une idée pareille. Je pense qu'il y a plein de facteurs. C'est né à une époque où je faisais de la musique de rue en Irlande avec une amie. Et il y avait à la fois le déclic de se dire que la musique était vraiment un passeport pour la rencontre, pour aller à la rencontre des autres, un passeport pour le voyage, et puis la proximité de la mer, des voiliers, et voilà cette attirance vers le voyage à la voile, un voyage lent, un voyage qui demande de l'effort, qui est pas toujours justement, où on choisit pas tout, justement, c'est souvent la météo qui va décider pour nous. Et du coup, ce mélange d'éléments dans lequel je baignais a fait que cette idée a commencé à germer. Il y a eu aussi 2 lectures qui ont énormément joué, je pense, dans la création de ce projet. La première, c'est Novecento pianiste d'Alessandro Barrico. C'est une petite nouvelle, c'est la légende du pianiste sur l'océan. J'ai eu qu'une envie à la fin du bouquin, c'était de me dire et si c'était pas une légende. Et la deuxième, c'est un livre de Gérard Janichon qui s'appelle Damien autour du monde. Et où il raconte donc le tour du monde de 2 amis, lui et Jérôme Poncet, qui sont partis dans les années 70. Ils ont construit leur petit bateau en bois, Damien, et ils sont partis faire 55 000 milles tout autour du monde par les pôles, alors qu'ils avaient à peine des notions de navigation. C'est une grande histoire de voyage et d'amitié. Et ce bouquin-là, ça a été un peu le coup de pied au cul, qui m'a dit, en fait, maintenant, là, il faut le faire. Il faut y aller, il faut se bouger et il ne faut pas que ça reste un rêve. Et justement, quel a été le moment et la manière dont tu as hissé la voile de ce projet? C'est-à-dire comment est-ce que tu as donné pied concrètement à ce rêve-là?
J'ai écrit à Gérard Janichon, l'auteur de ce livre. Génial. En lui disant, voilà, je viens de finir Damien autour du monde, ça m'a mis un gros coup de pied au cul, voilà mon histoire et voilà mon rêve. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez que c'est complètement délirant? Et il m'a répondu immédiatement et ça a ouvert une relation épistolaire qui dure depuis autour de ce projet, et tout de suite il m'a encouragée à y aller, à le mener, et puis il m'a un peu guidée à la manière d'un phare, quoi, en m'aiguillant justement sur les choix à faire pour le bateau, les choix de ville et tout ce que ça allait impliquer, pour que je me repose encore une bonne fois la question si je voulais partir dans ce projet. Et une fois que j'avais répondu à toutes ces questions, j'ai lancé l'affaire. Donc ce qui était finalement au départ une source d'inspiration avec ce livre est devenu très concret dans la relation avec l'auteur, et Voilà. quelque part il validait la pertinence de ton rêve et la possibilité de lui donner vie en fait. Voilà, Et exactement. là tu t'es sentie autorisée à faire vivre ton projet quelque part, c'était la validation Oui, qui manquait. je me suis sentie épaulée. Épaulée. Même si Gérard n'est pas particulièrement musicien, même si ses projets n'avaient rien à voir avec Piano Océan, mais c'était pour moi tellement une référence que le fait qu'il me dise allez, vas-y, fonce, ça vaut le coup, accroche-toi. J'ai eu l'impression d'être épaulée, enfin je l'ai été d'ailleurs, et du coup après s'en est suivi toute une suite de rencontres aussi qui m'ont confortée dans ce choix-là. Et comment tu as choisi du coup ton bateau qui est le Lady Flo? Je crois que tu as un tatouage sur la nuque qui représente un vieux gréement irlandais, c'est ça? Ouais. Et qui quelque part était déjà une sorte de prémisse de la forme que pouvait prendre ton bateau. Ouais, alors c'est marrant en fait, quand j'ai fait ce tatouage, donc c'était à cette époque où on jouait de la musique de rue avec Annelise en Irlande, et les Galway Hookers, c'est les vieux gréements irlandais. Et ces bateaux me fascinaient. Visuellement, je les trouvais magnifiques. C'est des vieux gréements noirs avec des voiles rouges ou noires là, qui ont une allure superbe. Donc j'étais vraiment fascinée par ces voiliers. Je me le suis tatoué dans le cou. C'était une façon de me promettre à moi-même d'aller au bout de mon projet. Je me suis dit que voilà, si dans 15 ans je me retrouvais avec un voilier tatoué dans le cou, qu'on me demandait pourquoi t'as un voilier dans le cou, et que je disais c'est un rêve mais je l'ai pas réalisé, j'aurais l'air con. Donc c'était un rêve que tu avais littéralement dans la peau et que tu as voulu imprimer sur ta peau pour le rendre encore plus visible, et donc m'obliger quelque part à le faire. Déclarer l'importance de ce projet-là, le rendre visible, et donc le partager au monde et te sentir redevable au monde de le mettre en œuvre quelque part. C'est un peu ça, ouais. C'était un peu ça. Et puis du coup, quand j'ai commencé à chercher des bateaux, j'ai un ancien moniteur de voile des Glénans qui avait vu mon tatouage, qui savait que je cherchais un voilier pour ce projet, et qui m'a appelé de Lorient en me disant écoute, il y a ton tatouage qui est dans le port à sec de Lorient là, donc et il est à vendre, tu ferais bien de venir le voir. Génial. Et j'ai débarqué sur le port à sec de Lorient le lendemain, et c'était elle quoi. Wow. J'ai visité aucun autre bateau, pas un seul, et ça a été le coup de foudre. Elle s'appelait déjà Lady Flo, donc déjà j'ai halluciné sur le nom, j'aurais pas pu choisir mieux. Et puis ouais, vraiment le coup de foudre. Après il a fallu convaincre le propriétaire que j'étais pas une folle furieuse avec mon histoire de piano. Mais j'ai réussi à le convaincre, puis finalement c'est devenu un vrai comparse dans ce projet aussi. Et voilà, et depuis 5 ans maintenant qu'on navigue, j'ai jamais croisé un voilier sur lequel je me suis dit tiens, ça aurait pu le faire aussi sur ce bateau-là. C'était quasiment un tableau de vision en fait, ce tatouage, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de l'ordre de je pose l'intention du bateau idéal, si un jour je dois vivre une aventure sur les mers, c'est ce bateau-là sur lequel je voudrais monter et naviguer. Et il s'est matérialisé dans ce port de Lorient un beau jour. J'ai pas fait gaffe, mais je m'étais tatoué Lady Flo. Voilà, vous vous êtes choisis mutuellement en fait, quelque part. Et donc justement, ce nom de Lady Flo, tu disais en quoi ce nom était parfait et que tu n'aurais pas choisi mieux. Moi, ce que je trouve très très beau, c'est effectivement, alors Lady, on voit bien le côté féminin aussi, la féminité à travers l'eau probablement.
Et puis ce flow, ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que voilà, il y a le flow, la fluidité de la mer, mais aussi de la musique, de la voix. Et puis il y a aussi le flow qui est ce concept qui a été inventé, en fait, enfin en tout cas nommé de cette façon-là par la psychologie positive, qui est en fait l'expérience optimale. Vivre une expérience optimale, c'est-à-dire là où on se trouve le plus à l'aise dans la vie, on vit un moment tellement merveilleux qu'on sent qu'on est à sa place en fait. Justement, à quel moment dans cette aventure de Piano Océan tu te sens le plus à ta place, tu sens que tu vis une expérience optimale? Quand je donne les concerts sur le pont du bateau. J'ai d'abord eu une carrière de musicienne standard, on va dire, à jouer dans des salles de concert partout en France, à me déplacer en tourbus pour aller d'un lieu à un autre. Et c'est la façon dont on se déplaçait, à prendre des heures, des kilomètres et des kilomètres d'autoroute, etc. Je savais déjà que ça me conviendrait pas de bien longtemps. Et en fait, avec Piano Océan, donc ça impose un rythme, forcément un rythme et une notion d'effort qui est évidente par rapport au déplacement. Et en même temps, à chaque fois que je sors le piano sur le pont, ça me rappelle pourquoi je suis là et pourquoi on a fait tout ce bordel et pourquoi on galère autant parfois. Je me souviens de quand on a voulu rejoindre la Bretagne, on est parti de Méditerranée, on devait passer Gibraltar. J'avais fait 8 mois de travaux non-stop, bossé jour et nuit. Le bateau était enfin prêt et le jour du départ, en fait, le pont de Sète, la ville de Sète dans le sud de la France, là, est resté bloqué. Donc on a dû démater le bateau la veille du départ, passer sous le pont sans les mâts et rentrer dans le canal du Midi. Waouh. On a galéré, ça a été vraiment l'enfer. On s'est serré les coudes, on a tenu bon, on a finalement rematé à la sortie du canal du Midi à Royan, on a navigué jusqu'à Belle-Île-en-Mer. Donc il s'est passé 15 jours, 3 semaines où on était dans le jus complet, tout le temps en train de réparer des trucs qui cassaient, tout le temps dans l'angoisse de se dire et si on reste bloqué sur le canal, et si. Et à un moment donné, oui, tu perds un peu de vue, mais qu'est-ce qu'on fout dans cette galère, quoi. Et je me souviens très bien de ce que je me suis dit au moment où on a réussi à faire le premier concert à Belle-Île-en-Mer, de me dire ah mais oui, c'était pour ça. Ouais. C'était pour ça quand j'ai redécouvert les sourires du public, les regards des enfants, les questions, la complicité que crée ce projet, je me suis dit ah ben oui, voilà, c'est là que je suis bien et c'est pour ce but-là qu'on fait tous ces efforts. Et c'est quoi le souvenir qui t'a le plus marqué ? Je m'imagine qu'ils sont innombrables, mais spontanément, là, est-ce que tu as un souvenir où tu te dis, là, j'ai vraiment créé le projet sur mesure dont j'avais envie, voire même c'est aller au-delà de ce que j'avais pu imaginer? J'ai envie de parler d'une escale improvisée, d'une escale qui n'était pas prévue. Parce que Piano Océan crée quelque chose, en fait, génère quelque chose de très très fort à chaque escale, avec les gens. Je pense qu'il y a la notion du fait qu'on soit arrivé par la mer, déjà, on n'est pas arrivé en avion, on n'est pas arrivé en train, on arrive par la mer. C'est déjà un autre rapport au monde et aux gens. On arrive pour offrir des chansons, des anecdotes, des histoires, avec un discours très onirique, très positif. Donc du coup, il y a quelque chose qui se crée avec les gens. Et pendant la tournée 2017, on avait un temps libre d'une semaine entre 2 escales, entre Brest et Douarnenez. Et du coup, on s'est dit, j'étais avec mon compagnon à ce moment-là, bah tiens, si on allait sur la petite île de Molène. Et bon allez, c'est parti, le temps était bon, on va sur la petite île de Molène, on se met au mouillage. On fait le tour de l'île, c'était off, on n'était pas censé donner de concert ou quoi que ce soit. On fait le tour de l'île, on passe la journée sur l'île et puis on se dit mais il y a un truc différent de toutes les autres escales de Piano Océan. On n'a rencontré personne, on n'a pas vu les Iliens, on n'a rencontré aucun insulaire. On s'est baladé comme 2 touristes qui font le tour de l'île et ça nous convenait pas quelque part. Il manquait quelque chose. Et
du coup, j'ai fouiné, j'ai réussi à dégoter le numéro de téléphone d'un gars qui est plus ou moins à la mairie de Lille ou je sais pas quoi, de toute façon tout le monde se connaissait. On se donne rendez-vous au bar du coin et là au bar, on lui explique voilà, qu'on vient d'arriver avec le bateau, le piano et que demain il fait beau et que si ça leur dit, demain on organise un concert au Débeauté à midi à marée haute. Et tout de suite, il y a quelque chose qui s'est créé. Ce gars-là a parcouru l'île dans tous les sens avec une petite affiche imprimée à la maison avec marqué un piano, un bateau, un concert. Et tout ça en couleur sur des petites feuilles blanches A4. Et il a placardé ça au point information de Lille, c'est-à-dire le bar tabac, le bar du coin et la boulangerie. Ouais. Voilà. Et puis le lendemain, du coup, on a amarré le bateau à marée haute sur le petit môle de Molène. Et là, l'île est arrivée à nous, en fait. Et après ce concert, tout de suite, on avait des liens avec les insulaires, avec les gens qui étaient là. Et on savait, ça y est, là, c'est une escale de Piano-Océan, finalement. C'est là-dedans qu'on se sent bien, dans le rapport aux gens. On arrive en donnant quelque chose aussi, et c'est comme ça qu'on rencontre les gens, quoi. Et comment tu choisis l'itinéraire du projet Piano-Océan ? Est-ce que parce que c'est un projet qui s'étale sur plusieurs années, plusieurs saisons. Quand vous avez lancé le projet, c'était déjà un trajet qui était dans les grandes lignes définies, ou est-ce que ton projet c'était de faire le tour du monde et puis que chaque saison vous définissez un petit peu et le parcours et les étapes le projet, de toute façon, ça c'était Gérard Janichon qui m'avait bien drivé sur cette chose-là. C'était qu'il fallait faire des plans à long terme, c'est-à-dire se donner des points de rendez-vous. Se dire, voilà, dans 5 ans, je passe le Cap Horn, dans 7 ans, je suis dans le Pacifique, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, mais c'était histoire de... Lui, il disait, c'est ce qui nous a tenus pendant le voyage pour s'éviter de trop longues errances, de trop gros moments d'errance qui peuvent te perdre dans ton projet, qui peuvent faire que tu vas finalement te perdre là-dedans. Comme dans la vie, en fait. Comme dans la vie. Quand même un peu un grand cap, même si on peut changer un peu de trajectoire. Tout en se laissant la flexibilité, parce que quand j'ai dessiné mes premiers itinéraires, ça n'avait aucun sens. Quand je les regarde maintenant, je retrouve mes carnets. Normalement, cette année, on était, je sais pas moi, au Kerguelen ou au Groenland. On avait déjà fait l'Écosse, la Norvège, la Russie et Panama. Enfin, ça n'avait pas de sens. Mais parce que j'étais pas encore rentrée dans le projet, je m'étais pas rendu compte du temps que ça prenait. Ça restait encore un concept, quoi, quelque part. Je l'avais pas encore vérifié sur place, on va dire. Et du coup, donc l'idée c'était quand même de se donner des points de rendez-vous, des grandes lignes. Et ensuite, l'itinéraire, je le dessine. Il s'est décidé. Il a démarré en Méditerranée parce que j'ai eu l'occasion d'aller travailler sur un chantier avec Denis Kergomar, qui est un chantier à 7 et qui nous a accueillis et qui nous a aidés à monter à transformer le bateau, à monter tout le projet. Donc on a démarré en Méditerranée puisque c'était l'occasion de faire une première tournée test, ce qu'on s'était dit. Et ensuite je suis évidemment remontée vers le nord-ouest parce que ce projet, dans l'idée, est né en Irlande. Et que pour moi, le but, c'était de le commencer par le nord-ouest. Donc de commencer par la Bretagne, l'Irlande, le monde celte qui est le mien dans ma musique, qui est le mien dans les paysages que j'aime, etc. C'est pas forcément l'itinéraire le plus simple. Parce que Piano-Océan est très météo-dépendant, que les concerts sont annulés s'il pleut, qu'évidemment, on annule plus de concerts en Irlande qu'en Espagne. Mais voilà, il y avait aussi une volonté personnelle d'aller rallier ces endroits-là. Donc c'est un mix en fait entre les grands itinéraires de navigation et ton itinéraire personnel qui fait que tu es attiré par tel ou tel endroit et que tu as envie d'aller naviguer là-bas. Donc en gros, il y avait une grande clarté sur le fait que tu avais ton point de départ, ça c'était sûr, tu voulais partir. Tu avais l'objectif de ce tour du monde avec des grands points d'étape, même si ça restait au départ très conceptuel. Et tu t'es laissé la liberté d'ajuster aussi ta trajectoire en fonction de tes envies, comme tu disais, des conditions aussi, et puis des projets, de la vie en général. J'imagine que les ajustements, en fait, ils se font au fur et à mesure que le projet se construit et avance. Voilà, c'est ça ? Exactement. Et alors moi, ce que je note quand même dans ton projet, ce que je trouve très impressionnant, c'est cette capacité que tu as finalement
à te former aussi à plein de compétences différentes pour permettre à ce projet de vivre. Tu t'es formé à ta notion d'électricité, tu t'es bien sûr formé à la navigation, même si tu faisais déjà du bateau, mais pas forcément pour un projet de cette ampleur-là. Tu t'es formé à l'accordage de piano également. Donc d'où te vient cet état d'esprit finalement d'être dans un développement permanent, d'être dans une posture de perpétuelle apprenante en fait? Je crois que ça, j'ai toujours eu ce caractère-là. Si j'apprends rien, je m'emmerde. C'est l'éternelle étudiante quelque part. Alors, ça peut être théorique, pratique, mais toujours en train d'apprendre quelque chose. Ça, c'est vraiment, sinon j'ai l'impression de dessécher. J'ai jamais arrêté, par exemple, de prendre des cours de chant ou des cours de piano. Même si maintenant c'est beaucoup plus sporadique puisque je navigue, que je suis plus basée au même endroit tout le temps, mais dès que j'ai l'occasion de retourner auprès de ma prof de chant pour 1 ou 2 séances, pour avoir quelques clés d'apprentissage en plus, de travail, etc., je le fais. Et puis pour tout ce qui est du reste, c'est-à-dire voilà, j'ai cumulé effectivement les formations. J'ai fait une formation de dieseliste moteur pour pouvoir m'occuper de la mécanique de mon moteur. Je suis toujours en formation d'accordage de piano, réparation, restauration de piano. J'ai fait une session il y a 3 jours là, au port de Saint-Malo. Ça, j'ai envie de dire, pour le piano, c'est obligatoire. Et puis c'était un peu la condition sine qua non quand j'ai rencontré Franck, qui est donc le maître du piano, qui me forme à l'accordage et qui a pris en main quelque part la santé physique du piano depuis le début, qu'il entretient tous les ans, etc. La première question qu'il m'a posée quand je l'ai rencontré, pour vérifier justement la teneur de mon discours, un peu, c'était ok, tu veux mettre un piano sur un bateau, est-ce que tu te rends compte du travail que ça va te demander? Parce que dans l'absolu, un piano n'est pas fait pour être sur un bateau, ouvert aux éléments. C'est le dernier endroit où mettre un piano, hein, vraiment. Et donc ça demande des connaissances en réparation, en accordage, etc., qui sont colossales, que j'ai pas encore acquises complètement, et loin de là. Mais voilà, je lui ai dit oui, moi je suis là je te demande justement ça parce que j'ai besoin d'apprendre et j'ai besoin de pouvoir entretenir mon piano. Il m'a dit ok, écoute, la semaine prochaine tu viens passer 1 semaine à l'atelier là, et on va déjà refaire tous les pivots d'un piano, on va faire les premières séances d'accordage, voir comment tu t'en sors, etc. Et comme il a vu que j'étais là pile poil quand il m'a demandé, que j'ai bossé comme une folle toute la semaine, etc., il a su que j'étais là pour apprendre et que tu étais engagée et qu'il n'y avait pas de doute là-dessus, quoi. Et puis ensuite, la dernière donne, un petit peu, elle est financière. C'est-à-dire que quand on navigue et qu'on n'est pas milliardaire, il faut savoir faire les choses. On n'a pas le choix. Alors oui, il y a les gens qui ont les moyens, qui ont leur bateau, et puis dès qu'ils ont un petit pépin sur leur moteur ou sur l'électricité, ils font venir un mécanicien à 60 € de l'heure, un électricien, un voilier, un machin, un truc, etc. Et il y a plein de prestataires qui viennent travailler. Quand on n'a pas les moyens, on se retrousse les manches, on apprend. Et moi, quand j'ai dû refaire l'électricité de mon moteur, ça m'a pris peut-être 1 mois et demi, en passant des coups de fil à des copains électriciens, en tâtonnant, ce que quelqu'un aurait fait en peut-être 1 semaine. Mais voilà. Oui, mais ce que je trouve quand même assez singulier dans ce projet-là, c'est que justement, entre le rêve qu'on peut avoir et puis quand on vient frotter ce rêve à la réalité, il y avait quand même, dans l'absolu, beaucoup de points bloquants par rapport à ce projet-là, que ce soit les conditions de vie ou de survie du piano quelque part, au vu des éléments, les problématiques, comme tu dis, de compétences à mobiliser. Il y a plus d'une personne qui se serait dit, finalement, ça va pas le faire parce qu'il me manque tout ça comme compétence. Donc tu as quand même aussi cette capacité à te dire finalement je vais apprendre et on va trouver une solution. Oui, il y a cet optimisme. S'il me manque ces compétences, je peux toujours les acquérir. Donc rien n'est figé en fait. C'est quelque chose qui est dans ta philosophie de vie, j'ai l'impression. Oui. Et il y a aussi le fait, je pense que j'ai une grande confiance dans les rencontres et dans l'autre. J'aurais jamais monté ce projet toute seule. J'ai l'air de le porter toute seule comme ça parce que on me voit manœuvrer le bateau, sortir le piano, l'accorder, mais tout ça c'est une accumulation en fait de rencontres, et toutes les personnes dont j'ai apprises
en fait, que ce soit celui qui me forme en accordage de piano, mon prof de mécanique que j'ai au téléphone régulièrement en disant allô Thierry, au secours, là j'ai un problème de liquide de refroidissement, je fais comment c'est une équipe, tu es très entourée. Voilà, en fait j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des personnes clés, ressources. Sur lesquelles je peux m'appuyer régulièrement. Je sais que voilà, si j'ai un pépin, une question insolvable pour moi parce que j'ai pas encore les compétences là-dessus, je peux passer un coup de fil. Si c'est trop galère, je sais très bien que Denis, il prendra sa moto, il traversera la France pour venir me filer un coup de main. Il y a quand même une équipe autour de ce bateau. C'est un projet qui est très porté et puis tu es très entourée dans ce projet-là. Oui. Quelles sont les valeurs que tu mets au cœur de ton projet justement ? Je parle beaucoup pendant mes concerts, entre chaque chanson. Et à travers en fait, les anecdotes que je vais raconter, je pense que ce qui ressort le plus, c'est justement cette histoire de confiance, d'accorder sa confiance à l'autre, qui va te permettre d'avancer et d'apprendre de l'autre. La curiosité, la confiance, la curiosité, peut-être un petit côté... antimatérialiste, j'ai envie de dire, ou redonner la valeur aux choses qui ont le plus de valeur. L'amitié, la poésie, la rencontre, l'humain, tout ce qui est humain en fait. J'ai souvent cité dans mes concerts, notamment en Méditerranée, un extrait d'une lettre de Saint-Exupéry qui s'appelle La lettre au général X. Et qui dit on ne peut plus vivre de frigidaire et de mots croisés. C'est pas possible. Et en fait, quand on vit dans un monde matérialiste et capitaliste comme celui qui nous entoure, on a l'impression, enfin le système donne l'impression aux gens qu'ils peuvent vivre si on les gave de frigidaire et de mots croisés. Et c'est pas vrai parce qu'on se rend compte dans chaque concert quand je parle de poésie, quand je parle d'amitié, quand je parle de voyage, de rencontres, que c'est ça qui touche les gens, que les gens ils se nourrissent de ça, et qu'ils ont la dalle, qu'ils crèvent la dalle, qu'ils ont super faim parce que maintenant à la radio, à la télé, sur YouTube, on nous parle plus trop d'amitié, de poésie, des valeurs essentielles, de ce qui va te rester au final. Et moi je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme faim des gens là-dessus. Ça nous est arrivé très régulièrement d'avoir des gens bouleversés par les concerts, pas particulièrement parce que j'ai mis un piano sur un bateau, mais simplement parce que on leur parlait de quelque chose qui parle au fond d'eux. Et les concerts de Piano Océan ont déclenché plein de choses, de gens qui reprennent leurs rêves, qui reprennent leur vie en main, qui prennent des décisions à l'issue de ces concerts. C'est pas parce que j'ai mis un piano sur un bateau, c'est parce qu'on est allé leur parler de choses essentielles et que ce monde dans lequel on évolue aujourd'hui, il n'y a guère plus que les artistes et quelques personnes pour pouvoir encore porter ces messages-là. Dans ce que tu dis, j'entends que ce qui te tient à cœur, c'est de créer aussi l'espace-temps à travers ce concert, dans sa forme et dans son fond, pour permettre à chacun de voir comment est-ce qu'il navigue lui-même en fait dans cet esprit de curiosité, de poésie, et d'aller à la rencontre de ces côtés-là qu'il a en lui-même déjà en fait. Oui, complètement. Le concert n'est pas du tout figé dans le sens où c'est un peu à tiroir. Chacun va en ressortir avec ce qu'il a le plus touché. C'est les gens qui racontent l'histoire de Piano Océan en fait. Et tu n'auras jamais la même version d'un concert. Tu demandes à 3 personnes différentes ou à 25 personnes différentes dans le public, chacun aura été touché par quelque chose, ça aura soulevé un souvenir ou une histoire de vie propre à chaque personne, et personne n'aura vécu le concert de la même façon en fait. Et comment tu parviens à transformer justement ces expériences que sont ces saisons de tournée et de concerts en carnet de voyage musical ? Mon processus de création, je ne l'ai jamais analysé, je n'en sais rien. Je compose sur la route, quand j'ai le temps, il n'y a pas de règle. Autant je peux écrire une chanson le soir même après un concert, autant une chanson va me prendre 6 mois, 1 an, 2 ans à finir d'être composée. Ce que je peux dire, c'est que dans les périodes de vie les plus intenses,
quand on multiplie les escales, les rencontres, les galères, voilà, quand vraiment le temps a l'air de se raccourcir et que l'espace commence à exploser autour de nous, ça reste les moments les plus qui vont donner lieu au plus de création. Pourquoi, comment, je sais pas. C'est parce que voilà, il y a une espèce d'arrivage permanent de vie, d'inspiration, de moments. Et effectivement, quand cet orage passe, en général, il y a pas mal de chansons qui naissent. Ouais. Et de petites notes de musique qui remontent à la surface de tout ce que tu as vécu en fait. Et tu commences par quoi? Plutôt la musique ou par les mots? Ça dépend. C'est pareil, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Parfois c'est une musique qui va me hanter, qu'il va falloir que je compose et puis le texte arrivera des mois plus tard. Parfois c'est un texte que j'écris d'un coup et je vais me mettre au piano pour trouver la musique qui ira avec. Il n'y a pas de règle. Donc en gros, là jusqu'à présent, tu as composé un album de chansons qui étaient les résultats d'une saison. En gros, il y a un album à l'issue de chaque saison. Oui, c'est ça. Quel est le modèle économique que tu as choisi en fait, de mettre en place pour permettre à ce projet de vivre, de naître et puis de perdurer dans le temps? Je suis restée sur le modèle que je connaissais, qui est le modèle des musiciens en tournée, sauf que là, effectivement, on tourne sur un bateau. On vend les spectacles aux communes, aux festivals, aux événements, avec l'idée de toute façon que le spectacle est gratuit pour le public. Ça, j'y tiens particulièrement. J'ai pas du tout envie de... Ça n'aurait aucun sens, si tu veux, d'arriver en voilier avec cet élan de liberté et de mettre des barrières sur le quai. Et que les gens payent leur ticket pour venir voir le bateau. Ça n'a pas de sens. C'est incohérent pour toi avec la notion d'ouverture. C'est complètement incohérent. Et puis c'est... Si tu veux... L'idée d'arriver aussi comme ça dans un lieu où on t'attend pas pour un concert, c'est aussi l'idée de pouvoir capter des gens qui iraient pas forcément à la salle de concert. J'ai joué devant des centaines de personnes qui n'avaient pas mis les pieds dans une salle de concert depuis leurs 12 ans, quoi. Et qui n'avaient pas du tout prévu aujourd'hui d'aller voir un concert. Qui se sont juste dit tiens, on va aller se payer une glace à la pistache sur le bout du môle, et puis qui se sont retrouvés en plein concert pendant 3/4 d'heure. Voilà. Donc ça, j'y tiens beaucoup. Donc le spectacle est gratuit pour le public, mais par contre les gens peuvent acheter les albums. Et moi je leur explique à chaque concert que c'est en achetant les albums qu'ils soutiennent le projet, et c'est 90% du financement de Piano Océan, c'est la vente d'albums. À travers les albums, les gens repartent avec un morceau de toi, un souvenir, un morceau de toi. Ils peuvent le réécouter chez eux, revenir à ce moment-là. Voilà, et puis c'est des créations, pour le coup je suis en autoproduction, donc j'enregistre toute seule dans le bateau, c'est du 100% local, quoi, si tu veux. Oui, parce qu'en plus en plus d'être une scène de concert, donc le bateau, un lieu de vie, quand vous naviguez, c'est aussi un studio d'enregistrement. Oui, voilà. Vous avez ces 3 mois de travaux, ça a permis d'aménager ce bateau dans l'ensemble du projet, quoi. Bah, pareil, j'ai été formée, alors la prise de son par l'ingé son qui travaille avec moi depuis le début, Damien, qui m'a formée à la prise de son, et du coup ça me permet moi d'enregistrer in situ avec les sons du bateau, avec tout l'univers sonore qu'il y a dans le bateau, avec les musiciens que je rencontre au pied levé et que j'ai envie d'enregistrer immédiatement et pas dans 6 mois dans un studio, ça n'aurait pas de sens. Et du coup ça me permet d'enregistrer in situ dans le bateau, et je lui envoie les sons qui mixe lui direct derrière. Directement. Depuis que tu as largué les amarres avec ce projet, tu as eu un bébé. Oui. Ça m'intéresse de savoir ce que cet nouvel événement, ce joyeux événement dans ta vie a changé dans le projet Piano Océan, et ce que ça a conforté également. Ce que ça a changé, ça n'a pas changé grand-chose dans le projet, à part la logistique. On a mis des filets partout dans le bateau, on a rempli les coffres de compotes, de couches-culottes et de purée. Parce que vous voyagez en famille, ça c'est important de le préciser, parce que on pourrait dire la famille reste à terre et puis toi tu veux pas voguer. Non, on est en famille effectivement, là, avec mon compagnon, notre fils, notre chat, et puis des équipiers de passage. Là en ce moment j'ai ma mère qui est venue nous filer un coup de main justement pendant le festival et pour la traversée, pour s'occuper un peu du petit, pendant qu'on est en concert.
ma meilleure amie est Anne-Lise qui est là depuis le début. Donc ça c'est un peu, voilà, il y a un noyau de toute façon. Aran, donc c'est mon fils, est arrivé dans ce projet déjà en forme. Et c'est quelque part juste une histoire d'organisation. C'est toujours un peu plus compliqué effectivement de monter le piano sur scène tout en changeant la couche, tout en installant la boutique pour les CD, tout en regardant la météo. Ça rajoute un paramètre de plus, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce que ça a conforté? Parce que j'ai l'impression que c'est plutôt ça qui... Ouais, ce que ça a conforté par contre, ça c'est très très fort pour moi, c'est que au départ quand j'ai lancé Piano-Océan, j'ai eu le sentiment, je l'ai écrit dans le livre qu'on présente au festival avec Anne-Lise là, j'ai eu le sentiment de devoir faire une concession énorme qui serait la concession de ma vie de famille. C'est-à-dire que je me suis dit, bon là Maric, en fait tu t'embarques sur un bateau, sur un projet lourd, complexe. Tu avais quel âge au démarrage du projet? 20 ans. Non, 25. 25. Oui, donc effectivement, tu t'es parti avec l'idée que oui, tu honorais ton projet de cœur, mais que ça potentiellement, ça allait pouvoir avoir un impact. Que j'allais peut-être le payer très cher dans ma vie personnelle privée, en me disant ça va être quasi impossible de rencontrer quelqu'un qui puisse matcher complètement à ce projet, qui puisse monter à bord 6 mois par an, voire à temps plein, qui prenne ce projet à bras-le-corps autant que moi, avoir un enfant à bord, enfin voilà, tout ça c'était... pour moi j'avais l'impression de renoncer à ça, ou en tout cas de me dire là, ma fille, tu vas galérer. Tu vas peut-être être épanouie dans ton projet, mais tu risques d'être seule. C'était un peu ça l'idée. J'ai fait le choix quand même de monter le projet. Et coup de bol, j'ai rencontré sur une escale en Méditerranée mon compagnon qui était lui sur son bateau avec ses filles et qui a amarré son bateau à côté du mien. On s'est rencontrés comme ça et voilà, les choses ont fait que c'est quelqu'un qui avait aussi le temps et la flexibilité pour pouvoir partir avec moi sur le projet. Et que nos vies se sont complètement entrelacées et que maintenant, voilà, il est à bord pendant toutes les tournées, que Lady Flo est autant son bateau que le mien. Voilà, il a pris la fille et le projet en même temps, quoi, si tu veux. C'était inespéré pour moi. Donc, waouh, quoi. Waouh, le coup de bol. J'ai fait le choix de peut-être renoncer à ça en démarrant mon projet. Et puis au final, c'est ça que j'ai trouvé. C'était assez inespéré et magnifique. Ouais. Quel est le message que tu as envie d'incarner justement dans ce projet Piano-Océan, peut-être encore plus depuis que tu as choisi d'être parent? Ce que je dis quand on joue souvent pour les scolaires, pour les enfants, c'est juste de leur dire c'est possible. Tu as le droit d'inventer des trucs de dingue qui n'ont pas été faits, où il n'y a pas de règles, où il n'y a pas de notice, tu as le droit d'inventer ce que tu veux. Et grâce aux autres, grâce au coup de main qu'on va te filer, grâce à ta ténacité, tu peux y arriver en fait. Donc laisse-toi le champ des possibles ouvert. C'est en gros ce que j'essaie de leur dire le plus. Et de l'incarner. Au-delà du discours, je sens que c'est quelque chose que tu as à cœur de démontrer en fait, quelque part. Dans le cadre du projet Piano-Océan, est-ce qu'il y a des grands choix qui arrivent, là, qui se présentent prochainement pour donner une nouvelle impulsion au projet? Non, je pense que les grands choix de Piano-Océan ont été faits en amont. Et il y en a eu plein. Mais il y en aura forcément à un moment donné. Sur une galère technique, sur un problème d'itinéraire, sur voilà. Donc en gros le cap a été bien défini et puis après ce que tu veilles à faire, c'est trouver la trajectoire la plus juste en fonction des paramètres du moment, c'est ça? Voilà, ouais. Super. Merci beaucoup Maric. Avec plaisir. Un grand merci à Maric pour sa confiance, son authenticité et pour les poétiques notes et mots de ces belles compositions, mises en beauté par les embruns marins. Alors, que vous a inspiré cette conversation? Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation? Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré?
Si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous ne connaissez pas encore le travail de Maric et que vous avez envie de suivre l'Odyssée de Pianocéan, si vous voulez découvrir les prochains lieux, les prochaines dates de concert et si vous voulez découvrir la musique et le livre de Pianocéan, alors rendez-vous sur le site pianocéan.org et retrouvez également l'actualité de Pianocéan sur les réseaux sociaux. Je souhaite bon vent à Maric et à son équipage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriansavoureluca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout ?